Bonjour à tous, donc ce que vous voyez affiché ici c'est le programme de colle de ma classe cette semaine en arithmétique. Donc il y a une petite vingtaine de points et je vais essayer de tous les illustrer par un petit exercice d'application qui vous permettra de comprendre, de savoir si vous avez bien compris le cours, sachant que c'est globalement des exercices assez habituels qu'on va rencontrer beaucoup en arithmétique, et pour la plupart ils ne sont normalement pas très difficiles, même si un ou deux pourraient éventuellement sortir du lot. Donc on va commencer en s'intéressant à la division euclidienne dans Z, et le premier exercice ça va être de déterminer le reste de la division euclidienne de 10 exposant 133 par 7. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez essayer de le résoudre tout seul. Normalement c'est le but. Et on est parti pour la correction. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par évaluer les premières puissances de 10 modulo 7. Donc 10 exposant 1, c'est congru à 3 modulo 7. 10 exposant 2, j'ai juste à remultiplier par 10. Mais en fait, remultiplier par 10, ça revient à multiplier par 3. Vous pouvez mettre l'égalité d'au-dessus au carré également. Du coup, c'est congru à 9, c'est-à-dire 2 modulo 7. Sur la ligne d'au-dessus, ce n'est pas un moins 1, même si on pourrait le croire. Et du coup, je continue. 10 exposant 3, je remultiplie encore par 10, c'est-à-dire en fait la même chose que multiplier par 3. C'est comme si je multipliais les deux lignes d'au-dessus en fait. Et du coup, c'est congru à 6, mais en fait 6, c'est moins 1. Modulo 7. Alors, je ne vais pas continuer comme ça jusqu'à 133. L'idée, c'est d'obtenir ici un moment où c'est congru à 1. Or ça, j'ai juste à mettre la ligne d'avant au carré, vu que moins au carré fait 1. 10 exposant 6, et donc congru à 1, modulo 7. Maintenant, ce que je fais, c'est que je réalise la division euclidienne de 133 par 6. 133, c'est égal à 6 fois 22, 6 fois 20, 120, 6 fois 2, 12, donc 6 fois 22, 132, le tout plus 1. Et donc, finalement, 10 exposant 133, comme c'est égal, en fait, et d'où l'intérêt de faire la division euclidienne par 6, à 10 exposant 6, le tout exposant 22, et ceci fois 10, quand je m'intéresse à la congruence modulo 7, 10 exposant 133, ça va être congru, du coup, à ce à quoi 10 exposant 6 et exposant 22 c'est congru, sauf que 10 exposant 6 c'est congru à 1, donc exposant 22 c'est toujours congru à 1, donc c'est congru à 1 fois ce à quoi est congru 10 modulo 7, c'est-à-dire 3. Donc finalement, le reste de ma division euclidienne, car celui-ci est évidemment bien compris entre 0 et 7, c'est 3. 10 exposant 133 est congru à 1 modulo 7, 3 est plus petit que 7, donc il s'agit du reste de la division euclidienne de 10 exposant 133 par 7. Voilà pour ce premier exercice. Maintenant, on va en faire un second. On va mettre une petite croix rouge parce que ça fait joli. Hop là, pour le premier exo, qui est sur la relation de divisibilité cette fois. Donc voilà, vous allez essayer de me montrer que pour tout n dans n étoiles, on a, attention c'est bien dans n étoiles, on a 4 qui divisent 11 exposant n moins 3 exposant n. Voilà, alors si vous voulez un petit indice, si vous ne voulez pas d'indice, ben vous posez vite et vous faites l'exercice. Si vous voulez un petit indice, il y a deux moyens, soit en utilisant des congruences, soit par récurrence. Voilà, donc je vais corriger l'exo. Personnellement, je vais le faire en utilisant des congruences parce qu'en fait, c'est beaucoup plus rapide. 11, n'importe quoi, 11, c'est 3 fois 4 moins 1, donc c'est congru à moins 1 modulo 4. 3, donc 11 exposant n, c'est congru à moins 1 exposant n modulo 4. 3, c'est 4 moins 1, donc c'est également congru à moins 1 modulo 4. Et du coup, 3 exposant n,
c'est congru à moins 1 exposant n modulo 4. Et donc, quand je fais 11 exposant n moins 3 exposant n, ça c'est congru à moins 1 exposant n moins 1 exposant n, c'est-à-dire 0 modulo 4. Ce que j'ai fait là, c'est juste que j'ai soustrait les deux lignes au-dessus. Et étant donné que ça c'est congru à 0 modulo 4, ça veut dire que 4 le divise. Voilà, comme quoi avec les congruences, on peut des fois faire des choses beaucoup plus facilement quand on travaille en fait dans NNZ que quand on travaille dans Z. Parce que oui, faire des congruences, ça revient un peu à travailler dans NNZ. Voilà, donc le deuxième exercice, c'est bon. Donc on va maintenant s'intéresser aux congruences modulo n, et en particulier aux critères de divisibilité. Et du coup, sur les critères de divisibilité, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de déterminer les critères de divisibilité par 8. Donc c'est pour voir si vous avez bien compris à peu près comment marche l'épreuve. Donc on va prendre un nombre x qui s'écrit sous la forme somme de k égale 0 à n, donc avec n suffisamment grand, en fait n ça va être le nombre de chiffres en base 10 de notre nombre x. Du coup des a n 10 exposant n, avec à n bien entendu un chiffre donc un nombre entre 0 et 9, un nombre entier. Et on va déterminer les critères de divisibilité modulo 8. Donc en fait on va découper notre somme en deux parties. Et pour faire ça en fait on va constater d'abord, on constate en fait que si je prends 10, ça c'est congru à 2 modulo 8. Donc ça me convient pas, donc je continue. Parce que 8 il va être sympa, au bout d'un moment ça va être congru à 0. 10 au carré, hein, 96, donc c'est congru à 4 modulo 8. Et si je vais jusqu'à 1000, 10 au cube, c'est congru à... donc 1000, c'est 125 fois 8, c'est congru à 0 modulo 8. Et du coup, en fait, x c'est égal à ma somme. Ouais. Du coup, plutôt on va écrire ça comme ça. On va remettre du blanc pour gommer. Hop là. C'est super lent de gommer avec une petite gomme. Du coup, en fait, ce qu'on remarque, c'est que 10 exposant k, ça va être congru à 0 modulo 8 pour k qui est plus grand ou égal à 3. En effet, hein, 10 exposant 4, c'est 10 exposant 3 fois 10. Donc c'est congru à 10 fois 0, c'est toujours 0. 10 exposant 5, c'est 10 exposant 3 fois 100, c'est toujours congru à 0, etc. Et du coup, en fait, si je regarde à combien est congrue cette somme modulo 8, en fait, ma somme des AN 10 exposant n, du coup, ce qui est sympa, c'est que je peux m'arrêter à 2. Pourquoi? Bah parce que au-delà de 2, modulo 8, c'est tout nul. 10 exposant 3, 10 exposant 4, à 8 fois 10 exposant 8, c'est tout congru à 0 modulo 8. Et donc, je ne peux m'arrêter à 2 parce qu'à partir du terme 3, c'est nul. Et du coup, x, s'il est congru à 0 modulo 8, en gros si x divise 8, ça veut dire que ce machin là, il est congru à 0 modulo 8. Donc ce machin là, hein, bien sûr, c'est les 3 premiers chiffres en fait de l'écriture en base 10 de notre nombre. C'est A2, A1, A0. Donc par exemple, si on veut vérifier que 1596, on veut savoir si 8 le divise,
et ben on a juste à vérifier si 596 est divisible par 8. Donc là en l'occurrence 596 ça va faire donc 400 c'est divisible par 8, hein, c'est 25 fois 8, reste 196 et comme 196 et comme 200 c'est divisible par 8, en fait bah, par rapport à 196 c'est 200 moins 4, et donc moins 4 vu que c'est pas compté à 0 modulo 8, ce n'est pas divisible par 8 1596 car 596 ne l'est pas. Bon, c'est pas forcément le genre de critère que vous allez utiliser tous les jours. En fait c'est juste un peu comme le critère modulo 4, sauf que là on passe à 3 chiffres, là où modulo 4 ça n'avait que 2. Donc voilà pour ce point. Je repasse en rouge pour faire des jolies croix. Et il est contrariant ce truc, hein. Je disais je repasse en rouge. Et du coup ensuite on va s'intéresser à ZNZ. Donc dans ZNZ, un petit exercice qui est vraiment très basique. On se place dans on se place dans Z19Z. Et dans Z19Z, on va s'intéresser à on va se poser la question de comment, si la classe de K bah, c'est la classe de 5, on va se demander quelle est la classe de K carré plus 3K plus 1. Voilà, je vous laisse mettre pause. Donc la classe de K carré plus 3K plus 1. Hop là. Du coup, la classe d'une somme, c'est la somme des classes. C'est ma classe de K carré plus 3 fois ma classe de K, plus ma classe de 3 fois ma classe de K, car le produit, c'est aussi le produit des classes, plus 1. D'ailleurs, K carré, c'est K fois K. Donc ici, je peux remplacer ça, hop là, par ma classe de K fois elle-même. Donc ça, si on considère que la classe de K là, c'est la classe de 5, ben finalement, c'est la classe de 5 fois la classe de 5, hein, c'est-à-dire la classe de 25. Plus la classe de 3 fois la classe de K, c'est aussi la classe de 3K en fait, hein, j'aurais dû le garder comme ça. Donc c'est la classe de 15. Et ça, la classe de 1, bah, c'est la classe de 1. Et si je repasse ça en une seule fois, finalement c'est ma classe de 41. Pareil, la somme des classes, c'est la classe de la somme. Et 41, sa classe, bien sûr, 19 fois 2, 38, donc c'est la classe de 3. Donc la classe de 4 carré plus 3K plus 1, c'est la même chose que la classe de 3. Ces nombres, 3 avec une barre et 4 carré plus 3K plus 1 avec une barre, sont donc égaux dans ZNZ, bah dans Z19Z. Maintenant, on va parler de définition du PGCD. Donc, par rapport au PGCD, un petit exercice peut-être un peu plus dur que les premiers. On va essayer de montrer que le PGCD de KA et de KB, c'est égal à K fois le PGCD de AB. Donc voilà, moi j'ai pris le choix de le montrer par le fait que ces deux sommes se divisent l'une l'autre. Donc si elles se divisent l'une l'autre, c'est qu'elles sont égales à un signe près, et bien sûr vu que les deux sont positives. Alors, vu que les deux sont positives, si on rajoute bien une valeur absolue ici, c'est vrai. Mais ça doit pouvoir aussi se montrer avec des arguments, des compositions, facteurs prominents en particulier, peut-être éventuellement des choses comme le lemme de Gauss. Donc,
En particulier, donc on va d'abord montrer que le nombre à droite, si je dis pas de bêtises, oui, divise celui de gauche. Donc si je prends la valeur absolue de K fois le PGCD de AB, étant donné que le PGCD de AB divise A et divise B, la valeur absolue de K fois le PGCD de AB, ça divise la valeur absolue de K fois A, parce que le PGCD divise A, et ça divise aussi la valeur absolue de K fois B. Et vu que ça divise ce nombre et que ça divise ce nombre-là, ça divise également leur PGCD. Du coup, ça divise également le PGCD de ces deux nombres, c'est-à-dire le PGCD de KA et KB. En fait, on se moque de la valeur absolue, hein, bien entendu, vu que le PGCD que je mette moins, si je prends moins, le PGCD de moins 5 et de moins 6, c'est le même que le PGCD de 5 et de 6, c'est le même que le PGCD de moins 5 et de 6. On peut mettre le moins comme on veut. Voilà, donc ça c'était pour la première possibilité. Ce qu'il faut en retenir, c'est donc qu'on a un premier point, que ça divise ça. Ensuite, une deuxième étape. Donc on va montrer que le membre de gauche divise celui de droite. Et on va d'abord partir sur le fait que, en fait, si je prends le PGCD de KA et de KB, ça en particulier ça divise KA et ça divise aussi KB, hein. Et du coup si je le divise par K, ça divise A. Donc ensuite, comme on a établi ça pour A et que ça marche pareil pour B, en particulier ça divise A et ça divise B, donc en particulier ça divise le PGCD de A et de B. Et j'ai juste à remultiplier par K de chaque côté pour remarquer que ça divise K fois le PGCD de AB, et donc en particulier c'est toujours vrai bien entendu avec la valeur absolue. Et du coup j'ai montré que mon membre de gauche, en fait on s'en moque un peu de la valeur absolue, mais l'idée c'est que mon membre de gauche divise mon membre de droite avec ou sans valeur absolue, mon membre de droite divise mon membre de gauche toujours avec ou sans valeur absolue, et vu que le PGCD à chaque fois, que là c'est positif, on veut avoir ici positif aussi, donc il y a bien une valeur absolue sur K, mais bon, à gauche ça divise à droite ça divise à gauche, les deux sont positifs, donc c'est bien le même nombre. Voilà. Et on peut mettre une croix ici, une croix rouge. Et maintenant, on va dérouler un petit algorithme d'Euclide. Ici, il s'agit donc de montrer que le PGCD de 270 et de 99, c'est 1. Donc pour ça, on effectue l'algorithme d'Euclide. Je prends A, B, R, et puis je me fais une colonne un peu plus loin pour mes quotients. Même si c'est pas forcément toujours très utile, juste pour le PGCD. Donc, 270 et 119. Le quotient c'est 2, je fais 2 fois 119, ça vous permettra de suivre aussi le quotient. 2 fois 119, ça fait 238, il reste 32. Ensuite 119, je reprends, je passe B à A, R à B, et 32. Et si je prends 3 fois 32, ça fait 96, plus 23, ça fait bien 119. Bon, restait 23, je continue avec 32.
2, excusez-moi, et 23. 32, 23, ça fait qu'il reste 9. Et du coup, quand il reste 9, c'était bien sûr avec un quotient de 1. 23 moins 2 fois 9, moins 2 du coup fois 9, ça fait 5. 9 moins 5, ça fait 4. 5 moins 4, ça fait 1. Et finalement, le dernier reste est nul. La division euclidienne de 4 par 1, le quotient c'est 4 et il reste 0. Et là voilà, du coup on a prouvé que le dernier reste non nul, c'est-à-dire 1, c'est bien le PGCD de 270 et 99. Donc voilà pour l'algorithme d'Euclide. Il y a quelques points en trop ici. Donc voilà pour l'algorithme d'Euclide. Maintenant, on s'intéresse à la relation de Bézout. Donc l'objectif, ça va être de trouver le couple de Bézout. Ici, le couple de Bézout de 270 et 99. Et donc, je vais compléter mon algorithme d'Euclide. Donc je commence par mettre mon petit 1, 0, 0, 1 au-dessus, comme vous avez déjà vu me faire dans la vidéo. Vous avez déjà dû me voir faire dans la vidéo précédente. Et donc là, je déroule. 1, je soustrais, je prends la ligne du 2 lignes au-dessus, et à chaque fois je soustrais le quotient fois la ligne qui est juste au-dessus. Donc 2 lignes au-dessus, 1, 0, moins 2 fois cette ligne-là. Donc ça fait 1, moins 2. Ensuite, 2 lignes au-dessus, moins le quotient, c'est-à-dire 3 fois cette ligne-là. Donc ça nous fait moins 3, 7. Et je continue, hein, ça fait du coup 1, moins 3, moins une fois, moins 3, 4, moins 2, moins une fois, moins 7, moins 9, 11, 25, 15, moins 11 avant, bien sûr, moins 11 parce que moins 3, moins 2 fois 4, ça fait moins 3, moins 8, moins 11, 15, et ensuite moins 9, moins 1 fois 25, donc moins 34, et finalement, l'expression de 1, c'est moins 26, 59, et donc on a que 26 moins 26 fois 270 moins 26 fois 270 plus 59 fois 99, c'est égal à 1. Donc voilà pourquoi je voulais garder en particulier cet exemple, mais nous n'avons toujours pas fini avec. Donc le théorème de Bézout qu'on peut réécrire sous la forme de sous-groupe de Z. Et ici, notre exercice, ça va être tout simplement de montrer que AZ plus BZ, qui nous a permis de définir notre PGCD dans ma vidéo, ou de le réécrire pour notre professeur, parce qu'il ne l'avait pas défini comme je l'ai défini dans ma vidéo, mais c'est pas grave, vu qu'on a tous les deux vu cet exemple, avec le AU plus BV, où U et V sont dans Z. Voilà, il faut montrer que cet ensemble est un groupe. Donc pour montrer que c'est un groupe, on va montrer que c'est un sous-groupe de Z. 2 points. Premièrement, un 0, bien sûr, il appartient à AZ plus BZ. Comment on fait? Il suffit de prendre U et V égale 0 ici, et on a que 0 appartient à notre ensemble. Bien sûr, 0 est bien dans Z, si certains en doutaient.
Et ensuite, si je prends A, U et V, non pas U et V, c'est mal choisi. Je prends X et Y dans l'ensemble. On va directement écrire X égale AU plus BV. Donc X appartient à ça. Et Y qui appartient également à, on va noter U2 plus BV2. Et si je prends X moins Y, hein, j'ai pas besoin de montrer que... Là j'ai juste besoin de montrer, vu que c'est un sous-groupe, que X moins Y appartient bien à cet ensemble. Et ça fait A U moins U2 plus B fois V moins V2. Et vu que U moins U2, V moins V2 appartiennent tous deux à Z, ça appartient bien à cet ensemble. Et on a montré que AZ plus BZ était un sous-groupe de Z. Voilà pour ce point. Maintenant, on va parler de nombres premiers entre eux et du lemme de Gauss. Et en particulier, on va montrer un lemme qui peut être considéré comme le lemme clé de la décomposition en facteurs premiers. Alors moi, quand je ferai notre professeur ne l'a pas fait, mais quand je ferai la décomposition en facteurs premiers, je ferai ça comme ça. On va montrer que si P est un nombre premier et que P divise un produit de nombres PI, donc un produit de K égale 1 à N, un produit de nombres premiers PI, ça implique que on a un I tel que P ça soit PI. Donc en gros, si on a un nombre premier qui divise un produit de nombres premiers, ça veut dire que c'est l'un de ces... ça veut dire que notre nombre premier, c'est l'un de ces nombres. Donc comment on va faire? On va le montrer par récurrence. Donc dans le cas où n égale 1, bah, c'est trivial. Si un nombre premier divise un autre nombre premier, étant donné que l'autre nombre premier a seulement deux diviseurs positifs, c'est-à-dire 1 est lui-même et que 1 n'est pas premier, ça veut dire qu'on a bien, si P divise P1, on a bien P égale P1, bien entendu. Voilà. Et on va supposer qu'on sait le faire pour n. Donc si l'hypothèse de récurrence au rang n est vérifiée, on montre hr n plus 1. Donc on suppose que P divise notre somme de K égale 1 à n plus 1 des PI. Là, il y a deux possibilités. Soit le PGCD de Pn plus 1 et P, il est différent de 1. Alors, auquel cas, ça veut dire que Pn plus 1 et P sont pas premiers entre eux. Et en fait, pour deux nombres premiers, ben, s'ils ne sont pas premiers entre eux, c'est que ce sont les mêmes. Hein. Si je prends deux nombres premiers premiers entre eux, bah en fait deux nombres premiers sont toujours premiers entre eux s'ils sont différents. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres diviseurs communs que eux-mêmes et 1. Voilà, donc ça veut dire que j'ai Pn plus 1 en fait qui est égal à P. Et du coup j'ai fini. Soit c'est pas le cas. Soit Pn plus 1 et P, le PGCD de Pn plus 1 et de P, c'est bien 1. Ouais, voilà, le premier cas, il était facile en fait. La question c'était, est-ce que mon dernier nombre que j'ai rajouté par hasard, ça serait pas P? Et là, on dit, non, non, c'est pas P. Ah, c'est dommage. Mais, du coup, si le PGCD de Pn plus 1 et P, c'est 1, ça veut dire que Pn plus 1 et P sont premiers entre eux. Or, ça, là, c'est le produit de K égale 1 à N, TPI.
le tout fois Pn plus 1. Et P le divise. Donc si P divise ça, étant donné que P divise ce nombre-là et que P est premier avec Pn plus 1, ça veut dire que P divise le produit de K égale 1 à N des PI. Ça, c'est le lemme de Gauss. A divise B ici, C ici. Or, A et B premier entre eux. Donc, A divise C. Donc, voilà. Et du coup, P divise le produit de K égale 1 à N des PI. Et du coup, par hypothèse de récurrence, hein, comme P divise le produit de K égale 1 à N des PI, ça veut dire que P, c'est PI. Et on a montré ce que je vais appeler le lemme clé de la décomposition en produit de facteurs premiers. Maintenant, on s'intéresse à des résolutions d'équations de la forme ax plus by égale c. Et on va repartir sur notre exemple. En fait, on va chercher à résoudre l'équation suivante. Ça va vous rappeler normalement vaguement quelque chose. On va essayer de résoudre 270x plus 99y égale 1. Et du coup, pour résoudre ça, en fait, on va utiliser l'égalité qu'on a un peu plus bas. Effectivement, moins 26,59, c'est une solution. Quand on fait 270 fois moins 26 plus 99 fois 59, ça fait bien 1. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va soustraire ces deux lignes. Supposons que x et y soient une solution. Alors, si je prends la ligne du dessus moins la ligne du dessous, j'ai que 270 fois x plus 26. Et si j'ajoute 99 fois y moins 39, 59, excusez-moi, ça fait 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, je passe un des membres de l'autre côté. 270 fois x plus 26. Ça, c'est égal à 99 fois, du coup, j'inverse. Vu que je passe de l'autre côté, je multiplie par moins 1, 59 moins y. Donc, j'inverse entre les parenthèses. Pas d'égal là, c'est pas la peine. Et du coup, j'ai que 270, ça divise 99 fois 59 moins y. Mais or, 270 et 99, ils sont premiers entre eux. Donc d'après le lemme de Gauss, ça implique que 270, ça divise 59 moins y. Mais du coup, si ça divise 59 moins y, je vais directement écrire que c'est k fois 59 moins y avec un k qu'on a pris pour que ça marche dans z. Non, 270 ça le divise, donc le k il est plutôt ici. Donc 4 fois 270 ça fait 59 moins y. Et là je vais réexprimer x en fonction de k. Comment je fais? J'ai juste à remplacer 59 moins y ici. Je le barre et je remplace k par là, je prends un peu d'espace, je remplace par k fois 270. Hop là, j'ai 270 de chaque côté. Je barre. Et j'ai que x plus 26, c'est égal à 99 fois k. Donc si je réécris ce système-là, donc on a que si x et y est solution,
il vérifie. On va reprendre un petit outil de gomme pour dégager tout ça. On a que x et y sont solutions, que s'ils sont solutions, x et y, il vérifie que on a y, on peut trouver un cas, oula, on peut trouver un cas tel que y, il soit k fois 270 plus 50, moins 59, alors non, y, non, 59 moins k fois 270, et x, ça sera 99k moins 26. Alors à chaque fois, quand on a des équations différéntielles comme ça, on procède par analyse synthèse. Ça c'est l'analyse, il se trouve qu'en fait, à chaque fois, on a exactement les solutions. Hein. C'est pas très compliqué, il suffit, vu que jusqu'ici, là, on avait l'équivalence, il suffit de réinsérer. Quand on écrit un nombre sous la forme 59 moins, si on écrit y sous la forme 59 moins k fois 270 et x sous la forme 99 moins k à 99k moins 26, il suffit de réinjecter en fait n'importe où pour vérifier que ça marche bien. Donc voilà, l'ensemble des solutions, c'est donc pour k qui parcourt z, les couples yx qui correspondent ici. Donc, je reprends mon petit crayon rouge. Je fais ma jolie petite croix ici. Et on continue. Donc, on va parler du groupe des inversibles de ZnZ. Et on va faire un petit exercice dessus. Donc, en fait, on va définir la fonction phi n. Et phi n, elle est la fonction phi telle que phi n, ça soit égal au cardinal de z sur nz. Mais le cardinal du groupe z sur nz pour la multiplication. Donc le cardinal des inversibles du groupe des inversibles de z sur nz. Et le cardinal du groupe des inversibles de z sur nz. Et ça, on va montrer en fait que phi n c'est égal au cardinal, au cardinal. En fait, on va montrer que phi n c'est le nombre d'entiers de l'intervalle 1n tel que donc le nombre d'entiers tel que l'entier k du coup son PGCD avec n ça fasse 1. Voilà, donc pour culture cette fonction phi ça s'appelle l'indicatrice de l'air. Et pourquoi on a cette égalité? Là il n'y a pas forcément besoin d'écrire de nombreuses lignes. En fait le cardinal de z, si je prends juste le cardinal de z et de z, c'est n. Et ensuite, je considère le cardinal des inversibles. Or, les inversibles de z et de z, on a dit que c'était que si x c'est un inversible de z et de z, c'est que en fait, donc la classe x c'est un inversible de z et de z. Ça veut dire que x, son PGCD avec n, c'est 1. Et ça, c'est équivalent. Alors, du coup, des classes, en fait, mes classes de z et de z,
sans cette fois-ci l'inversibilité, c'est les classes de mes entiers de 0 à n exactement. Et du coup, si je prends mes inversibles, c'est mes classes de 0 à n, mais en fait c'est aussi mes classes de... Non, c'est mes classes exactement de 0 à n-1, c'est aussi exactement mes classes de 1 à n. Et du coup, mes inversibles, étant donné que c'est ceux qui... mes inversibles de z et z, étant donné qu'on est inversible dans z et z, si et seulement si on a x, le PGCD de x et de n qui fait 1, en fait, des classes inversibles dans z et z, j'en ai autant que des nombres entre 1 et n, parce que je prends tous les représentants de mes classes. Je peux prendre, si je prends un n, ça fait un ensemble de représentants des classes, d'équivalence, de congruence en fait. Et c'est seulement quand le représentant sera premier avec n que ça sera égal à 1. Et donc c'est bien le nombre d'entiers de 1 à n, tel qu'on a cet entier, son PGCD avec n, qui fasse 1. Donc maintenant, hop là, on va s'intéresser à l'extension de la notion de PGCD pour plus de 2 entiers, que je barre déjà comme ça sera plus à faire. Et donc on va faire un exo classique. Je vais prendre, on va voir, ça sera mieux. Je vais prendre AN appartenant à... Bon, AK plutôt, on va les noter. AK dans un N, avec un N fixé des entiers. Et on va dire que... On va montrer que s'ils sont premiers dans l'ensemble, dans leur ensemble... Non, s'ils sont premiers, pas dans leur ensemble, mais... S'ils sont premiers 2 à 2, alors ils le sont dans leur ensemble. Donc, en fait c'est juste un jeu de réécriture. Hein. S'ils sont premiers E à2, 2 à 2, en particulier, j'ai le PGCD de A1 et 2 à 2 qui fait 1. Mais du coup j'ai le PGCD de A1, A2, le tout, PGCD de A3, 3 petits points, jusqu'à AN, qui fait également 1. Parce que c'est le PGCD de 1 et d'un autre nombre. Et le PGCD de 1 et d'un autre nombre, c'est toujours 1. Et en fait, vu que c'est tout associatif, je peux enlever les parenthèses. Et donc, le PGCD de A1, A2 jusqu'à AN, c'est 1. Et nos éléments sont premiers dans leur ensemble. Voilà, donc non, hop là. Ensuite, on regarde la notion de nombre premier et en particulier, le prof veut insister sur le fait qu'il en existe une infinité, mais vu que c'est une démonstration de cours, je ne vais pas refaire ça. On va parler de la notion de nombre premier. Et notre exercice, ça sera soit P un nombre premier, et je veux que P il soit plus grand ou égal à 3. Non, en fait, je veux qu'il soit strictement supérieur à 3. Et il faut montrer que P carré moins 1, que 24 plutôt, divise P carré moins 1. Voilà, alors en fait, ça vient du fait que P carré moins 1,
c'est égal à P plus 1 fois P moins 1. Or, P... or 3 ne divise pas P. C'est très moche écrit comme ça. On va écrire avec le symbole non devant. On n'a pas 3 qui divise P. Et on n'a pas non plus 2 qui divise P. Pourquoi? Ben parce que c'est un nombre premier plus grand que 3 et 2. Donc déjà ils sont tous impairs et ils sont tous pas multiples de 3 vu qu'ils sont premiers. Hein. Si c'était si 3 divisé P ou 2 divisé P, ben le nombre premier serait pas premier. Parce que le seul nombre premier tel que 3 divise P c'est 3. Et on a pris P plus grand. Et pareil pour 2. Donc en particulier, P il n'est pas pair, P il n'est pas multiple de 3. Or, si P il n'est pas pair, c'est que déjà ce nombre-là et ce nombre-là, qui sont le nombre avant et après P, sont tous les deux pairs. Donc je peux les écrire sous la forme 2K et 2K'. Et en plus, imaginez que j'ai écrit le P au milieu, là, P-1, P, P plus 1, c'est 3 nombres consécutifs. P n'est pas multiple de 3, donc ça veut dire que parmi P-1 et P plus 1, il y en a un qui est multiple de 3. Et donc, on avait déjà que 4, parce que c'était 2K fois 2K' divisé P carré plus 1. P carré moins 1. Mais en plus, on a que 3 divise P carré moins 1. Mais en fait, c'est mieux que 4 même. Parce qu'en fait, là, P, c'est pas un multiple de 3, c'est pas un multiple de 2, mais c'est pas non plus un multiple de 4, bien entendu. Mais en fait, c'est surtout que fait, ça, c'est 2 multiples de 2 consécutifs. Et donc, 2 multiples de 2 consécutifs, il y en a un qui est même un multiple de 4. Donc, par exemple, on peut supposer que c'est lui, hein, mais on aurait pu supposer que c'était lui également, ça change rien. Et donc, en fait, c'est pas 4, mais même 8 qui divise P carré moins 1. Donc 8 divise P carré moins 1, 3 divise P carré moins 1, 8 et 3 sont premiers entre eux, donc 24 divise P carré moins 1. Voilà, tout nombre premier strictement supérieur à 3 divise P carré moins 1. Bon, alors par contre, la réciproque n'est pas vraie, hein, sinon ça aurait été depuis longtemps facile de trouver des nombres premiers si c'était tous les nombres qui, au carré moins 1, sont multiples de 24. Voilà. Encore ce maudit rouge. Bon, maintenant on va parler de l'anneau ZNZ et du fait qu'il a un corps si et seulement si n est premier. On va reprendre la définition qu'on avait de phi n tout à l'heure. Donc phi n, je le rappelle, hein, c'est le nombre. C'est le nombre de 1n. Donc je prends mes k dans 1n tel que k soit premier avec n. Ça c'est phi n. Et en fait on va montrer ici que le cardinal non, en fait on va montrer que phi p c'est égal à p-1 si p est premier. Donc on a plusieurs façons de voir ça. Soit on regarde l'ensemble qui est dessus et on voit que tous nos nombres là, c'est des nombres qui sont inférieurs à p mis à part n. Donc en fait on considère déjà n, il n'est pas bien sûr mis à part. Si on regarde cet ensemble là pour phi p, on a juste à remplacer, hein, c'est un p ici, un p là et un p par ici. Finalement on peut s'arrêter à p-1 car p n'est pas premier avec p. Et tous les nombres qui sont inférieurs à p, bien sûr il est premier, donc sont premiers avec lui. Et donc là on a direct que c'est le nombre d'éléments dans un p-1, c'est-à-dire p-1 éléments. Mais sinon on peut aussi constater que phi p, on l'a dit plus tôt,
ça, c'est en fait le cardinal de Z sur PZ, soit les inversibles de Z sur PZ. Et on l'a dit dans le cours, tous les dans Z sur PZ, à part les multiples de P, tous les éléments sont inversibles. ZPZ est un corps, si P est premier, donc ZPZ est un corps. Et donc tous sont inversibles, mis à part l'élément nul, c'est-à-dire la classe de P. Et donc il y a P-1 élément. Parce que tous sauf 0, c'est-à-dire P. Voilà pour ce point-là. Hop là. Ensuite, on parle de notre décomposition en facteurs premiers. Et on va étudier la décomposition d'un nombre. On va se demander comment on décompose 693 en nombre premier. Donc déjà, 693, il n'est pas multiple de 2. Alors, 693, on remarque qu'il est multiple de 3. Parce que 6 plus 9 plus 3, ça fait 3 plus 6, 9 plus 9, 18, c'est multiple de 3. Mais tiens, on remarque aussi que c'est 18, c'est multiple de 9. Donc en fait, ce nombre-là, il est même divisible par 9. Et du coup, on va l'écrire sous la forme 9, c'est-à-dire 3 carrés, fois, et du coup, la question, c'est combien de fois il faut 9 dedans. Donc 63, c'est 9 fois 7, donc 630, c'est bon, déjà. 9 fois 70, ça fait 630. 630 reste 63, donc en fait c'est 9 fois 77. 77 c'est 7 fois 11, donc là ça fait 3 au carré, fois 7 fois 11. Et on l'a décomposé en facteur premier, et ça nous montre bien l'utilité des critères de divisibilité qui permettent, qui nous ont permis de savoir que c'était multiple de 3, puis multiple de 9 directement sans avoir à diviser 2 fois par 3 par exemple. Voilà pour la décomposition en facteur premier d'un nombre. Normalement, c'est pas très difficile. Donc maintenant, on va parler de valuation périodique. Et je vais vous demander la valuation 3-adique de 780 789. Alors, comment on trouve la valuation 3-adique de 789? Donc on a plusieurs méthodes. Soit on décompose 789 en facteur premier. Soit on remarque que 3, ça divise 789. Pourquoi? Parce que 9 plus 8 plus 7, ça fait 24, c'est un multiple de 3. Et du coup, on remarque également que on n'a pas 9 qui divise 789. Pourquoi? Parce que si 9 divise 789, alors il divise la somme de ces chiffres. Sauf que la somme de ces chiffres, c'est 24. C'est pas un multiple de 9. Et du coup, on sait que la valuation 3-adique de 789, on ne peut rentrer qu'un paquet de 3, que des paquets de 3 dedans, pas des paquets de 9. Donc c'est 3 exposant 1, son plus grand diviseur qui est multiple de 3. Et du coup, c'est 1. Parce que là, c'est 3 exposant 1. Et voilà pour l'évaluation périodique. Moi, initialement, j'avais prévu de faire un exo là sur l'évaluation périodique avec la formule de Legendre. Du coup, je vous ai un peu épargné. La définition du PPCM via l'évaluation périodique, on va se demander ce qu'on peut faire avec. À propos de l'écriture en facteur premier du PPCM, on va chercher à montrer que le PGCD de A et de B divise le PPCM. Faites pas gaffe aux flèches, vous allez comprendre dans quelques secondes ce que c'est et pourquoi elles sont là.
Alors, donc on commence cet exercice. En fait, il suffit d'écrire, pour commencer, les définitions de ces deux nombres en produit de facteurs premiers. Et en fait, les flèches sont là parce que tout à l'heure, j'ai fait un essai qui a totalement planté lors de la vidéo. Et du coup, j'avais déjà écrit, j'ai eu trop la flemme de tout avoir à réécrire de nouveau. Et du coup, quand on écrit le PGCD de A et de B, ben, sa définition, en fait, sous forme de facteur premier, c'est qu'on peut l'écrire pour le produit des P dans P, de P exposant le minimum de la variation périodique de A et de B. Et le PPCM, on peut écrire la même chose avec des max. Et du coup, en fait, ça nous permet d'écrire le PPCM comme produit... le PPCM comme le produit du PGCD et fois le produit des P qui sont premiers de P fois le maximum qui était ici moins le minimum. Voilà, on vérifie bien hein, quand on multiplie ça par notre PGCD ici, bah, les deux s'annulent et ça fait bien le max ici. Et vu que ça c'est bien un nombre qui est entier, vu que le maximum est toujours plus grand que le minimum, ça appartient bien à n, et du coup, on n'a que le PGCD divise le PPCM. Voilà, voilà. Il y a encore du rouge. Donc, on approche tranquillement de la fin. Hop là. On va peut-être en prendre un stylo un peu plus gros que ça quand même. Et il nous reste la définition du PGCD via l'évaluation périodique, donc on vient de voir juste en dessus, et le produit du PPCM fois le PGCD. Et donc le produit du PPCM fois le PGCD, en fait on va réécrire ce qu'on avait écrit là, parce que c'était bien utile. Donc le PGCD on l'a écrit, le PPCM on l'a écrit, avec un petit peu de flemme au milieu qui s'est incrusté. Et quand on fait le produit des deux, en noir si possible, quand on fait le produit des deux, ça nous donne le produit pour nos P qui appartiennent à P. Des petits P ici font pas de mal. Des P exposant le min plus le max. Or, si je prends deux nombres et que j'additionne le min et le max, en fait, c'est que je suis en train d'additionner mes deux nombres. Donc, ça, c'est aussi égal à mon produit dP dans P, dP exposant Vp de A plus Vp de B. Je repasse mon produit en deux produits. C'est mon produit dP appartenant à P, dP exposant Vp de A. Donc là, je peux sans problème écrire P exposant Vp de A fois P exposant Vp de B. Et ensuite, ça, je le décompose en deux produits. Toujours mes P qui appartiennent dans P, dP exposant Vp de B. Ça, c'est B. Ça, c'est A. Et du coup, le produit du PGCD, ceci est un produit avec beaucoup d'imagination, et du PPCM, c'est égal au produit de nos deux nombres. Voilà, et finalement, on arrive tranquillement au bout, et on va encore se taper cette petite fonction que vous avez l'air bien aimer, je pense, qui est l'indicatrice de l'air dont on a déjà parlé rapidement deux fois. C'était pas toujours très clair malheureusement. Donc, on va montrer que A exposant phi de n, ça, c'est congru à 1 modulo n. Alors phi de n, on rappelle, phi de n, c'était le nombre de nombres premiers avec n entre 1 et n, et le nombre de nombres premiers avec
de nombre premier avec n entre 1 et n, c'était aussi le cardinal des inversibles de ZnZ. Et du coup, le cardinal des inversibles de ZnZ. Sauf que cette égalité-là, si là je l'ai dans n, si je veux faire la même égalité dans ZnZ, finalement c'est que la classe de A exposant phi n, c'est égal à la classe de 1. Et ça, je vais essayer de le démontrer. En fait, c'est pas très compliqué, hein. A, il a... Ouais, on va l'écrire ici plutôt, ce sera plus logique. A, il appartient aux inversibles de ZnZ fois. Et les inversibles de ZnZ, c'est un groupe pour la multiplication. Un groupe de cardinal phi n. Et donc, d'après le théorème de Lagrange, vu que mon groupe il est de cardinal phi n et que mon élément appartient au groupe, cet élément exposant phi n, c'est égal au neutre pour la multiplication, c'est-à-dire 1. Voilà. Et en fait, ça, c'est juste un théorème de Fermat en un peu mieux. Parce que finalement, quand on avait pris P premier, on a dit que phi P, c'est-à-dire le cardinal de ZPZ, des inversibles de ZPZ, c'était exactement le nombre de nombres premiers avec le nombre de nombres premiers de 1 à P qui était premier avec... Non, le nombre de nombres de 1... Le cardinal de l'ensemble des nombres de 1 à P premier avec P. Voilà, quand c'est dit avec des maths, c'est plus simple. Et ça, c'est exactement P moins 1. Et donc, on retrouve que A exposant P moins 1, c'est congru à 1 modulo P. Voilà. Donc, juste pour récapituler un peu, phi n, c'est le cardinal du groupe des inversibles de ZnZ. D'après le théorème de Lagrange, vu que ZnZ est un groupe fini de cardinal phi n, si je prends un élément dans ce groupe et que je le mets à exposant phi n, ça fait le neutre. Et vu que c'est un groupe multiplicatif, c'est le neutre pour la multiplication, c'est-à-dire 1. Et si on prend le cas particulier d'un nombre premier, étant donné que phi p c'est p-1, on retrouve le petit théorème de Fermat. Voilà, donc on a déjà coché le dernier point du programme de colle, ce qui achève cette vidéo. À une prochaine!